Bienvenue dans Azur Politique, votre rendez-vous politique sur BFM Nice Côte d'Azur. Émission en partenariat comme chaque semaine avec Nice Matin. On a le plaisir d'avoir Christian Huot, rédacteur en chef, pour nous accompagner. Bonsoir Christian. Bonsoir Céline. Ce soir dans Azur Politique, un débat sans fin, celui sur l'immigration. Dans notre région frontalière de l'Italie, nous sommes en première ligne. Lundi, un homme a été retrouvé mort sur le toit d'un train à Menton. On se souvient aussi du récent bras de fer autour du navire humanitaire Ocean Viking et du renforcement des contrôles à la frontière. Tout oppose nos deux invités ce soir, mais ils tomberont certainement d'accord sur un point: aucun gouvernement ne parvient à apporter de solutions durables et consensuelles sur la gestion des flux migratoires. Crise migratoire pour les uns, crise de l'accueil pour les autres. Plus de 20 textes de loi en un peu plus de 30 ans. Et l'un d'eux va venir s'ajouter à cette longue liste puisque le gouvernement s'apprête à présenter un nouveau projet de loi d'ici la fin du mois. La question d'Azur Politique est donc: notre gestion de la question migratoire est-elle à la hauteur dans les Alpes-Maritimes? Notre invité est David Nakache, président de l'association Tous Citoyens. Bonsoir. Bonsoir. Association qui milite pour l'engagement citoyen et qui accompagne notamment les demandeurs d'asile. Et pour le face-à-face, tout à l'heure, nous accueillerons Philippe Vardon, conseiller régional et municipal Reconquête. Azur Politique, c'est parti. Lundi, un homme est mort en passant la frontière. Il a été donc retrouvé sur le toit d'un train à Menton. Comme lui, plusieurs dizaines de milliers de personnes tentent de passer notre frontière avec l'Italie chaque année. Margot Sansano, on va commencer avec toi ce soir pour d'abord poser un peu le débat avec quelques chiffres sur l'immigration dans les Alpes-Maritimes. Oui, pour l'année 2022, dans les Alpes-Maritimes, ce sont près de 40 000 interpellations d'étrangers en situation irrégulière, dont 33 000 ont été renvoyés à la frontière italienne. Concernant les obligations de quitter le territoire français, en 2022, l'exécution des OQTF a augmenté de 10%, avec une priorité mise pour les sortants de prison, plus 35,50% d'exécution des OQTF en plus. En revanche, nous n'avons pas réussi à obtenir le nombre d'OQTF prononcés dans les Alpes-Maritimes. Autre chiffre, cette fois sur les déplacés ukrainiens, plus de 27 000 ont trouvé refuge dans les Alpes-Maritimes entre le 1er mars 2022 et le 1er janvier 2023. Il faut dire que depuis le début du conflit avec la Russie, le département est devenu la deuxième terre d'accueil après l'Île-de-France dans l'Hexagone. 9 500 ont déjà reçu une APS, une autorisation provisoire de séjour, renouvelable donc tous les 6 mois. Ce document leur permet de travailler, d'ouvrir des droits pour la prise en charge des soins médicaux et d'obtenir une allocation financière. On peut noter également que 1452 élèves ukrainiens sont inscrits dans les établissements scolaires du département. Merci Margot pour tes explications ce soir. David Nakache, vous êtes un associatif, vous êtes un fin connaisseur de ce qui se passe à notre frontière. On connaît les chiffres des interpellations, des reconduites à la frontière, mais a-t-on une idée de réellement combien de personnes tentent de passer chaque année et combien y parviennent d'ailleurs? Non, parce que les personnes, d'abord par définition, quand on est clandestin, on n'est pas comptabilisé. Et puis dans les récits que nous prenons, de personnes migrantes qui arrivent jusqu'à Nice, parce que la grande difficulté, c'est de franchir les 32 km qui séparent la frontière italienne, qui est fermée, et je pense qu'on parlera de cette fermeture, que nous estimons abusive, et Nice, où on peut enfin déposer une demande d'asile. Dans les récits que nous prenons, les personnes ont tenté 3, 4, 5, voire 7 fois, parfois, jusqu'à réussir à passer. Donc si la préfecture comptabilise le nombre de passages, le nombre de tentatives, mais que c'est une seule personne qui pour sont 7, comptabilisées plusieurs fois. bien sûr, en fait on compte pas les personnes, on compte les passages. Et quand quelqu'un est refoulé 4 fois et la 5e fois il passe, il a été comptabilisé 5 fois au total. Donc forcément ça oblige à relativiser les chiffres. C'est pour ça que d'abord la préfecture ne communique pas toujours les mêmes chiffres sur les mêmes périodes. Ça veut dire qu'on n'a pas les indicateurs stables. À chaque changement de préfet on change un peu de grille d'indicateurs et on a du mal à lisser sur plusieurs années. Nous, associatifs, on a la comptabilisation des personnes que l'on accompagne, mais c'est très peu par rapport à la masse de personnes qui passent et qui veulent fuir pour aller loin, parce que certains veulent rejoindre l'Angleterre ou d'autres pays. Donc on n'a pas, nous, de visibilité claire par rapport à ça. Alors justement, vous parlez de frontières fermées. On sait que Gérald Darmanin a renforcé les contrôles à la frontière il y a quelques semaines, quelques mois, notamment à la frontière littorale de Menton. Quelles conséquences ça a eu sur les flux migratoires nous concernant? Et puis du coup, est-ce que ça se déporte, ce flux migratoire, sur le haut pays, notamment la vallée de la Roya? Alors, la première conséquence, ce sont les drames comme nous venons de vivre. Un homme est mort. Un homme est mort, on l'a retrouvé sur le toit d'un train en feu, dans son corps calciné, et c'est vraisemblablement une personne en migration. Personne ne comptabilise le nombre de morts depuis la fermeture de la frontière en 2015. Pas même les associations ?
On n'arrive pas parce qu'on a des brèves de la presse italienne qui ne sont pas toujours repris en France, donc on n'a pas confirmation. Si on prend les brèves parce que très souvent c'est quelques lignes de la presse française, on doit être au moins à une quarantaine de personnes décédées. Ce qui est important de comprendre, c'est que ces drames peuvent être évités. En réalité, la frontière franco-italienne, c'est une frontière interne à l'Union européenne. L'Union européenne est là pour fermer les frontières ou protéger à l'extérieur. Oui, on est dans l'espace Schengen. Là, on est à l'intérieur, sur une frontière intérieure entre deux pays membres de l'Union européenne. Donc normalement, elle devrait être ouverte. Elle a été fermée en 2015 sous prétexte du risque d'attentat, puis reconduite. Elle devait être réouverte. Le Covid arrive, on la ferme sous prétexte de Covid. Et maintenant on la maintient fermée. Mais avant 2015, on avait les mêmes flux migratoires proportionnellement que maintenant, et il n'y avait pas de submersion, il n'y avait pas d'invasion, il n'y avait pas de grand remplacement, il n'y avait pas de problème particulier. Donc la première cause de ces décès, de personnes qui sont prêtes à risquer leur vie pour pouvoir déposer une demande d'asile en France, c'est la fermeture de la frontière, la décision politique de maintenir la frontière fermée. Et cette décision, c'est pour ça qu'on en appelle à M. Darmanin et au préfet des Alpes-Maritimes, elle échoue aux autorités françaises. Vous avez des échos de militants, on l'évoquait peut-être de l'arrière-pays, je pense à Cédric Héroux, qui est un militant qui accompagne certains de ces réfugiés, certains de ces migrants. Est-ce que depuis le renforcement des contrôles aux frontières, il y a davantage de personnes qui passent par l'arrière-pays? Non, on n'a pas eu d'écho de la part ni d'Emmaüs Roya, ni de Roya Citoyenne, d'un flux majeur. On a l'impression que les activistes s'activent moins. Cédric Héroux, on l'entend moins. Les gens de la Roya qui étaient extrêmement mobilisés sur les flux migratoires. Vous avez entendu Cédric quand il était accusé à tort? Vous ne l'avez pas entendu avant parce qu'il a aidé des personnes qui étaient dans le besoin, qui étaient vulnérables. Il les a aidés comme Pierre-Alain Madoni, comme Martine Landry, comme tous les autres citoyens solidaires qui ont été accusés. Ça ne veut pas dire qu'il y a moins de migrants dans la Roya? Non, c'est uniquement que les accusations ont cessé parce qu'elles ne tenaient pas la route juridiquement. Voilà, donc l'acharnement contre les citoyens solidaires a baissé d'un cran. Il y a encore des procédures. Encore heureux, ce qui était un tort, c'est qu'on soit acharné sur des gens qu'il ne faut qu'accueillir. Pour faire très simple, qu'est-ce que nous demandons? Que la France applique réellement le droit d'asile. Donc ça veut dire qu'une personne qui est à l'étranger, qui veut déposer une demande d'asile en France, puisse venir le faire. Que quand elle vient, elle soit dignement accueillie. Qu'on scolarise les enfants, qu'on aide à l'intégration, qu'elle ait des papiers dans l'attente de l'étude de ses dossiers, qu'elle puisse travailler. Si vous regardez ce qui s'est passé avec les Ukrainiens, c'est exactement ce qu'on a fait. Je termine parce que c'est important. Nous demandons tout simplement à ce que l'ensemble des personnes qui demandent refuge en France bénéficient de la même solidarité dont nous avons fait preuve vis-à-vis des Ukrainiens. Et pourquoi la leur refuse-t-on? Pourquoi dit-on qu'un Ukrainien a le droit de passer toutes les frontières jusqu'à la France, ici d'être hébergé, d'avoir un accompagnement, scolariser les enfants, on soigne, et une famille afghane, une famille iranienne, pour l'instant, une famille syrienne, non. Les Ukrainiens chez nous n'ont pas de titre de séjour de longue durée. Ils ont des autorisations provisoires qui sont renouvelables tous les 6 mois. Oui, sauf qu'ils ont pu passer la frontière pour venir, alors que la personne qui est morte sur le train, non. Et donc je tiens simplement à faire une précision dès maintenant, si vous permettez. C'est extrêmement important. Pour nos téléspectateurs, pour que ce soit bien concret, qu'est-ce qui se passe quand un migrant arrive à la frontière, parvient à passer la frontière? En théorie, il devrait pouvoir déposer une demande d'asile dès qu'il pose un pied dans le pays. Dans les faits, qu'est-ce qui se passe? Dans les faits, si vous voulez déposer une demande d'asile en Italie, on vous laisse faire. Tout va très bien, vous déposez votre demande en Italie. Si vous arrivez à Nice, et que vous dites bonjour, je veux déposer une demande, on vous envoie à la structure de premier accueil, vous déposez une demande. Mais si on vous contrôle dans les 32 km qui séparent la frontière franco-italienne de Nice, on vous arrête et on vous renvoie par la force en Italie avec une reconduite, avec un refoulement ou un refus de séjour, on vous renvoie en Italie. Donc c'est là où il y a une absurdité totale. Ça veut dire que si la France disait toute personne qui doit déposer une demande en Italie parce qu'elle est rentrée dans l'espace Schengen en Italie, on refuse d'enregistrer la demande en France, on serait contre ça, bien sûr, parce que serait renoncer au droit d'asile, mais il y aurait une logique. Là, une personne qui arrive jusqu'à Nice fait sa demande, mais si elle est arrêtée à Beaulieu, si elle est arrêtée à Villefranche, est-ce qu'il faudrait, est-ce que vous appelez de vos voeux la mise en place d'un système où on peut demander l'asile dès la frontière, c'est-à-dire bien sûr. Soit on réouvre la frontière, comme avant 2015, et les personnes passent pour venir déposer une demande à Nice sans être inquiétées. Première solution. C'est ce que nous souhaitons, ce que nous demandons au préfet et au ministre. Soit s'ils ne veulent pas réouvrir la frontière, au lieu que la structure d'accueil d'accueil des demandeurs d'asile soit à Nice, elle est au poste frontière à Menton. Et dès que quelqu'un arrive, elle dépose sa demande dès la frontière. Et comme ça, elle peut circuler librement jusqu'à Nice. Question, on n'est pas censé poser sa demande d'asile dans le premier pays de l'Union européenne où l'on arrive? Oui, ça c'est une répartition entre les États. Du point de vue du demandeur, il a le droit de déposer une demande en Italie, en France, en Espagne, où il veut.
Hein, Il n'est pas obligé de le faire dès la première frontière accédée. Non. Si la France respecte la Convention de Genève qu'elle a signée, elle accepte un demandeur d'asile et elle enregistre sa demande. Sauf que là, en bloquant à la frontière le passage des personnes en migration, la France fait entrave au droit d'asile. Clairement. Mais je reviens juste sur la question des Ukrainiens, c'est vraiment très important. On nous disait sans cesse, nous, associations, vous êtes des doux rêveurs, vous êtes des idéalistes, vous allez faire un appel d'air, on ne peut pas accueillir, ça coûte trop cher. On a démontré avec l'accueil des Ukrainiens que l'on savait faire. Que tout ce qu'on nous refusait pour les Syriens, les Afghans, les Iraniens ou les personnes d'Afrique noire, on a pu le faire pour les Ukrainiens. Qu'est-ce qui différencie les deux demandes? Vous avez des personnes d'extrême droite ou de droite qui viennent nous dire sur des plateaux télé, mais les Ukrainiens, ils sont comme nous. Ils sont chrétiens, ils sont blancs. Éric Zemmour, ça, on en parlera parler dans un instant avec Philippe Varnon. Mais il y a peut-être aussi une autre raison, c'est que l'Ukraine, on considère que c'est une crise a priori temporaire. Et la Syrie. Et que c'est une crise qui s'est inscrite dans la durée. Non, mais c'est une vraie question que je vous pose. Mais quand on a une guerre en Syrie, quand on a une guerre en Afghanistan, c'est pas une guerre équivalente. Pour vous, il y a vraiment deux poids, deux mesures. Il y a deux poids, deux mesures. Il y a une injustice. Ça veut dire qu'on a institutionnalisé une forme de discrimination. On accepte un réfugié ukrainien parce qu'il est blanc et chrétien, et on refuse les réfugiés ivoiriens, maliens ou tchadiens parce qu'ils sont noirs et d'Afrique. Vous savez aussi que quand même l'accueil des réfugiés vient aussi beaucoup de la population. Vous dites que les Ukrainiens ont été très bien accueillis parce que les Français et les Azuréens en l'occurrence ont été particulièrement sensibles et ont accepté d'emblée, eux, d'accueillir des réfugiés. Et parce qu'on leur a ce qui n'est montré... pas forcément le cas pour ceux que vous défendez. On leur a montré on aussi... le sait, c'est un fait malheureusement. On a aussi sensibilisé l'opinion publique, à force de reportages, à juste titre, sur le drame qui se passait en Ukraine et sur l'agression... inqualifiable de Poutine, mais on n'a pas fait autant de reportages sur les conflits actuellement au Mali, sur la traite des êtres humains en Afrique, sur les conflits, certains conflits qui sont passés sous silence ou moins traités. Donc les gens ne sont pas sensibles à ça, ils ne savent même pas ce qui se passe dans ces pays, ils ne savent même pas les situer sur une carte. Vous savez, l'Ukraine, il y a beaucoup de gens, avant qu'on leur montre à la télé sans cesse la carte, ils ne savaient pas où c'était. Bon, si je vous parle de la Guinée-Conakry, qui est 90% des mineurs isolés qu'on accueille, personne ne sait la situer sur la carte. Alors justement, David Nakache, la Guinée, on va en parler avec un témoignage. Ils sont ceux qu'on appelle les mineurs isolés. Je crois que vous en accompagnez certains avec votre association. Le témoignage de David, qui est un jeune réfugié guinéen, justement de 17 ans. Il est hébergé dans un foyer de Valbonne. Il raconte son parcours. Il a failli perdre la vie en Méditerranée. Témoignage recueilli par Kelly Vargin. On était sous l'eau internationale. On était à 2 heures de Lampedusa. Et là, ils sont venus, ils nous ont pris maintenant là-bas. C'est moi seulement qui n'étais pas blessé. Tout le monde, il y a d'autres qui sont blessés les pieds. Parce que l'essence avec l'eau de la mer, ça brûle. J'ai quitté là-bas, j'ai dit je vais venir en France. Parce que moi, comme je parle français, j'aime la France. Il m'a dit quand tu pars, il faut montrer ça. Tu peux rentrer, tu vas rentrer. La police nous a pris, nous tous. Après, ils ont regardé mon visage. Ils ont dit, toi, tu as quelle copie, truc comme ça. J'ai dit oui, je les ai montrés. Après, ils ont dit non. J'ai dit, je suis mineur, je ne suis pas majeur. Ils ont dit non. Après, ils nous ont fait retourner en Italie. Ils m'ont retourné la 3e fois. Par exemple, moi, les trucs de refus qu'ils m'ont donné, l'autre, ils ont mis 18 ans. L'autre, ils ont mis 21 ans. Et l'autre, ils ont mis aussi 18 ans. Le plus important, je suis en sécurité. C'est ça. Le reste, là, c'est la vie. Moi, je n'ai pas de problème. Est-ce qu'on a des chiffres sur les mineurs isolés et comment on traite cette question dans les Alpes-Maritimes? Il y a une réelle opacité sur les chiffres que donne le département. Il les donne au compte-gouttes et on n'a pas de visibilité réelle par rapport à ça. On a de très grosses difficultés parce qu'on a une série d'entraves au droit à la protection de l'enfance. En France, ce que dit la loi, c'est que tout mineur, toute personne qui a moins de 18 ans, qui est en France, qui n'a pas de tuteur légal, qui n'a pas de parents pour s'occuper de lui, doit être protégé jusqu'à ses 18 ans. Et l'évaluation pour savoir s'ils sont bien seuls en France, isolés, et bien mineurs, c'est le service de l'aide sociale à l'enfance qui dépend du département, donc la collectivité territoriale, du département des Alpes-Maritimes, qui est géré par M. Ginesi. Bon, donc on a l'évaluation qui est faite par le département. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de refoulements à la frontière, avant même qu'ils arrivent à Nice pour demander la protection de l'enfance. Et à la frontière, on a des policiers qui se permettent de dire, toi, bah non, t'es grand, t'as l'air costaud, t'as pas de papier, hop, t'es majeur, dehors. Et donc, on a des refoulements au faciès. Il y a la difficulté d'évaluer l'âge de la donc il faut déjà passer la frontière. Et on a, comme le cas de David que nous accompagnons, plusieurs fois des jeunes qui présentent un papier disant qu'ils sont nés à telle date, et la fiche police les vieillit de 2 ans. Donc automatiquement, on les déclare majeurs, on les renvoie. Une fois qu'ils arrivent à passer, qu'ils arrivent ici, la seconde difficulté, c'est l'évaluation. On a des évaluations de minorité réalisées par l'aide sociale à l'enfance
en régie directe. Donc c'est les agents même du département, alors que beaucoup ailleurs, c'est une association tiers neutre qui le fait. Là, c'est les agents du département qui le font. Et on assiste véritablement à des évaluations à charge. On recherche tous les moyens de démontrer des incohérences dans le récit du jeune pour le déclarer majeur. Le jeune prétend être mineur, dit qu'il a encore un oncle au pays qui peut envoyer des papiers qui vont arriver par courrier dans quelques jours. On n'attend pas, on le remet à la rue avant. Les papiers arrivent 2 jours une fois qu'il soit dehors. Donc là, vous me dites que le droit n'est pas respecté sur l'accueil des Le droit n'est mineurs. pas respecté du tout sur le droit administratif par rapport au droit, mais aussi il y a des défauts de soins, il y a des défauts de prise en charge surtout traumatique par rapport au trauma psychologique des jeunes, et on a une série de maltraitances sociales, administratives et policières que On peut en subissent les parler, mineurs. David Nakache, parce qu'il est l'heure de passer au face-à-face. Pour le face-à-face ce soir, nous accueillons Philippe Vardon, bonsoir. Bonsoir. Conseiller régional, conseiller municipal et métropolitain Reconquête. Vous allez donc pouvoir débattre avec notre invité. Avec plaisir. Vous avez suivi la première partie de cette émission. Est-ce qu'il y a d'abord un point sur lequel vous avez peut-être envie de réagir? Peut-être on peut commencer sur la question des mineurs. Ouais, il y a un certain nombre de chiffres dont on peut débattre, mais effectivement, je vous écoute depuis tout à l'heure et je voudrais quand même rappeler une réalité. Vous voyez, monsieur Nakache, moi, je suis un élu de la ville de Nice. Pas d'une commune tunisienne ou d'une commune du Soudan ou de l'Érythrée. Je suis l'élu d'une ville où il y a 21% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Je suis l'élu d'une ville où il y a 22 000 personnes qui sont en attente d'un logement social. Je suis l'élu d'une ville de Nice où dans la nuit de mardi à mercredi, monsieur Nakache, c'est le quartier où on réside tous les deux, devant une école qu'ont fréquenté mes enfants, quelqu'un a été poignardé à plusieurs reprises par un Tunisien et par un Libyen qui ont essayé de le dépouiller. Je suis aussi l'élu d'une ville de Nice où, le 29 octobre 2020, 3 personnes ont été assassinées dans une église par un migrant qui avait suivi cette voie, les ONG, l'Italie et puis le passage de la frontière. Un migrant clandestin tunisien. Vous voyez la différence entre nous deux, monsieur Nakache? C'est que moi, je n'oublie pas que je suis un élu de la ville de Nice et que j'ai été élu d'abord pour aider les Français et pour protéger les Niçois. Vous opposez, vous mettez en opposition finalement les personnes qui viennent demander l'asile et des personnes en Et difficulté parce que, ici. vous savez, les moyens politiques ne sont pas illimités. David Nakache vous répond. Je voudrais réagir et je voudrais avant faire un préambule. Et M. Vardon me permettra de le faire, il pourra répondre, je l'écouterai volontiers. Beaucoup de mes camarades et beaucoup de personnes à gauche pensent qu'il ne faut pas débattre avec l'extrême droite. Et qu'en débattant avec l'extrême droite, on banalise ces idées. Moi, je lutte contre... Avec beaucoup de vos camarades. Laissez-moi terminer, je vous écouterai. J'ai, moi, accepté de débattre avec M. Vardon parce que j'estime que les citoyens doivent se faire une opinion avec la confrontation de nos idées et de ce que nous défendons et peuvent juger sur pièce avec ce débat-là. Donc j'estime devoir le faire. Mais je tiens quand même à faire ce préambule rapide, rassurez-vous. Oui, c'est que... Il nous reste moins de 10 minutes. Oui, mais très rapide, je tiens à le dire, on ne débat pas avec Philippe Vardon et avec les membres de Reconquête comme avec n'importe quel adversaire politique. Monsieur Vardon est un porteur de haine, est un porteur de discrimination, Ça, est un porteur de rejet de l'autre. Monsieur Vardon a rejoint Éric Zemmour, qui a été condamné à plusieurs reprises pour incitation à la haine raciale. Monsieur Vardon défend la thèse du grand remplacement, qui est une thèse au nom de laquelle, ou qui inspire en tout cas des actes, des tueries de masse à l'étranger. On a eu des attentats à Pittsburgh, à Christchurch, à Buffalo. Les attentats et qui ont eu en France. Monsieur Vardon, laissez-moi terminer. Monsieur Vardon, vous défendez en France, vous faites... Laissez-moi terminer, s'il vous plaît, je vous écouterai. Le dialogue, c'est d'écouter l'autre. Donc maintenant, laissez-moi terminer. Voilà. Non mais juste, je termine. Il y a des questions Vous défendez vous poser. une thèse, vous faites la promotion en France d'une thèse du grand remplacement qui inspire des actes terroristes ailleurs en Europe. On a eu à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, aux USA. Ailleurs en Europe. Non, en Europe, vous avez eu des actes racistes et pas sur le grand remplacement. Pardon. Monsieur Nakache. À Paris, nous avons... le terrorisme qui tue en Europe, le terrorisme qui a tué à Nice, le terrorisme qui a tué en France. Vous ne répondez pas, monsieur. Malheureusement, monsieur Nakache, c'est le terrorisme islamiste. On s'éloigne un petit peu du sujet, Christian. Vous voulez pas débattre, monsieur Nakache. Vous ne répondez pas. Vous portez une thèse qui inspire des actes terroristes à l'étranger. De l'immigration massive? Je comprends pas. Quelle est votre question? Laissez-nous mener Alors, le débat. les questions, justement, on a le plaisir de pouvoir vous les poser. Il y a un projet de loi sur l'immigration qui va être déposé, 25 articles, contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Voilà, c'est présenté comme ça par le gouvernement. Donc, l'objectif affiché, c'est de trouver une sorte d'équilibre. Notamment, là-dedans, il y a la création d'un titre de séjour pour les métiers en tension. Ici, on manque de main-d'œuvre dans plein de secteurs. On ne trouve personne pour, par exemple, être saisonnier,
travailler en été, dans la restauration, etc. Est-ce que on aurait tort tout simplement de se priver de personnes qui ont envie de travailler chez nous? Dans le domaine, on a des chiffres. Hein. Il y a 153 000 étrangers présents dans les Alpes-Maritimes. Savez-vous combien sont en inactivité parmi ces 153 000 étrangers? Il y a déjà parmi eux un tiers qui n'ont aucune activité professionnelle. Il y a une espèce de fable qu'on se raconte, ce sont les chiffres de l'INSEE, vous pouvez froncer les sourcils, monsieur Nakache, ce sont des chiffres qui sont indiscutables. Au niveau national, prenons par exemple l'immigration algérienne, qui est une des immigrations les plus présentes, je parle évidemment des résidents étrangers. L'immigration algérienne, très présente, parmi les premiers bénéficiaires des titres de séjour, 41,7% des Algériens présents en France sont inactifs. C'est-à-dire ni en retraite, ni en formation, ni en emploi. Donc si vous voulez, cette fable d'une immigration de travail qui viendrait combler l'espace, etc. Moi je pense que ils sont déjà suffisamment nombreux pour remplir les emplois qu'on leur propose. Non, je pense que malheureusement les Français sont déjà bien suffisamment nombreux à être au chômage, qu'on a un problème de formation pour pouvoir ces emplois, qu'on a aussi un problème de rémunération, parce que vous voyez, moi je pense que l'immigration vient peser à la baisse sur un certain nombre de salaires, sur un certain nombre d'emplois, et je m'étonne que la gauche n'en parle pas plus souvent. C'est aussi une main-d'œuvre de remplacement qui vient peser à la base sur un titre de séjour pour les métiers en tension. Alors, il y a une réalité, c'est qu'on a des secteurs d'activité où les entrepreneurs ne trouvent pas de salariés français, ne trouvent pas de personnes qui viennent travailler. Ils ont une main-d'œuvre de personnes qui travaillent actuellement souvent de façon clandestine, et il est normal et il est humain de les régulariser. Ça sert à la fois la vie de ces personnes et à la fois le secteur de l'entreprise. Pour autant, oui, parce que ça concerne des personnes qui sont déjà chez nous. Bien sûr, et pour qui autant, travaillent il faut faire extrêmement attention à cette loi Darmanin, car on va créer des bataillons de travailleurs corvéables et taillables à merci. On va leur dire, vous avez un secteur d'activité en tension, c'est publié par décret, on vous régularise. Le métier n'est plus en tension, au bout d'un an, on vous radie. Vous touchez des allocations chômage parce que vous avez travaillé. Quand les allocations au chômage s'arrêtent, on vous radie. Et quand on vous coupe le carte de séjour, on publie une obligation de quitter le territoire français, vous devez repartir. Donc ce sont des personnes. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé le ministre. Oui, donc, les OQTF exécutés, malheureusement. Attendez, monsieur, pardon. Pour l'instant, je vous ai écouté donner vos chiffres là. Mais bon, vous en avez d'autres ? pour l'instant, écoutez, monsieur Vardon, la réalité, c'est que le solde migratoire en France, quand on prend le solde migratoire, c'est les personnes qui rentrent, moins les personnes qui repartent et les personnes qui sont naturalisées. L'an dernier, le solde migratoire était 144 000 personnes sur 67 millions. Il n'y a jamais eu, monsieur Nakache, donc autant d'immigrés, autant d'étrangers présents en France, et autant d'immigration qui rentrent en France. Mais c'est faux. Vous pouvez contredire ce que tous les Niçois peuvent constater. Mais bon. Ce que vous dites est faux. Les chiffres de l'INSEE sont là. La population française augmente de 0,3%, donc il n'y a pas d'invasion, il n'y a pas de grand remplacement, il n'y a pas de tout ça. Chaque année, vous savez, quand vous parlez du solde migratoire, vous parlez aussi des Français qui quittent le territoire. Bien sûr, monsieur. Et ce solde migratoire-là. Donc, tout ce que vous donnez, il n'y a jamais eu autant d'étrangers présents en France. Il n'y a jamais eu autant d'étrangers qui sont rentrés. On avance sur un autre sujet qui fait débat. Emmanuel Macron veut redynamiser, dit-il, le milieu rural, éventuellement en y implantant, en y accueillant des immigrés. Est-ce que, monsieur Nakache, pour vous, c'est une bonne idée, une bonne solution ? C'est une bonne solution si les personnes, à la fois les personnes qui sont migrantes, et à la fois les villages en question, les villes en question, ont un réel accompagnement, et s'il y a un souhait de part et d'autre. Il faut qu'il y ait du consentement des deux côtés. On ne peut pas imposer à un village d'accueillir des familles qu'elle ne veut pas prendre. On ne peut pas imposer à une personne qui veut rester en ville pour travailler ou faire des études d'aller dans un village où il n'a pas les mêmes services et les mêmes proximités. Donc si on a des personnes qui travaillaient déjà la terre ailleurs, qui étaient déjà dans des villages dans leur pays, qui ont un savoir-faire, qui veulent aller en zone rurale, et si on a des villages qu'il faut redynamiser, il faut sauver des écoles en accueillant des familles et donc des enfants supplémentaires à scolariser pour garantir l'école et la ville, et que ça convient aux deux parties, oui, mais il faut un accompagnement en amont et tout du long de la phase d'installation. En ciblant cette population. Accueillir intelligemment en permettant aux personnes de s'installer là où on a besoin de... Déjà, pardon, mais on dirait à chaque fois qu'on raisonne en termes théoriques, je vous le redis, il n'y a jamais eu autant d'étrangers qui ont été présents sur notre territoire et autant d'immigrés qui sont rentrés. Des chiffres très simples. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas une dimension théorique où on aurait un seul village et puis un seul immigré qui voudrait s'installer. On n'est pas dans ce cadre-là. D'abord, je vois que monsieur Nakache
à tout problème répond par une solution, plus d'immigration. En matière d'emploi, on pourra avoir des impôts plus faibles et plus de salaires. En matière de ruralité, en matière de ruralité, les personnes qu'on accueille dans les villages. Je vais essayer. On vous laisse terminer, mais là, vous ne me laissez pas, du coup, tous les deux. C'est bon? D'accord. En matière de ruralité, pardon, mais si on veut pas fermer des écoles, on pourrait avoir des incitations à la natalité française. C'est ce qu'avait proposé notamment Éric Zemmour pendant l'élection présidentielle, avec une bourse pour les naissances dans les secteurs ruraux. On nous dit aujourd'hui qu'on enlève tous les services publics de la ruralité, mais on pourrait les y remettre que si on y envoie des migrants. Et puis vous parlez, je m'en réjouis, du consentement éventuel des populations concernées, c'est-à-dire des habitants de ces villages. Dans leur immense majorité, vous le savez, ils y sont opposés. Il y a eu un cas très précis en Bretagne qui vient d'être abandonné parce que la population s'est mobilisée à Calac, dans le village de Bretagne. La population s'est mobilisée. Des élus locaux ont reçu des menaces de mort. Sous propagande de l'extrême droite. C'est ce que dit le maire de la commune. Reconquête s'est mobilisée à Calac. Ce sont les conseillers municipaux qui ont fini par abandonner le projet. Par ailleurs, nous ne demandions qu'une chose, que la population soit consultée. Mais d'ailleurs, on pourrait peut-être même essayer au niveau national. Les Français n'ont jamais été consultés sur l'immigration massive et incontrôlée. Il nous reste 30 secondes, Philippe Bardon, on a bien compris. Vous êtes contre ce principe-là, David Nakache, pour terminer. Nous sommes suffisamment critiques vis-à-vis du gouvernement pour valider quand il y a des choses qui peuvent être positives. Si c'est fait intelligemment, certaines mesures peuvent l'être. Or, si on a des élus et des mouvements politiques qui viennent faire pression sur la population pour refuser l'accueil de migrants, c'est plutôt dans l'autre sens que ça se passe, Monsieur Nakache. Monsieur, les élus se sont plaints de pression et de menaces. C'est la population qui refusait à Calac ce projet. Vous allez essayer de parasiter et d'empêcher l'intégration de familles. En général, les Français sont favorables à l'immigration massive. Je vais vous dire que votre propagande, les Français sont favorables à ce que vous défendez politique est dangereuse. Est-ce que les Français sont favorables à ce que vous défendez, Monsieur Nakache? Est-ce que vous pensez que les Français sont favorables à l'immigration massive? Vous êtes dangereux, monsieur. Et je suis dangereux parce que je porte la parole. C'est déjà terminé, de millions de Français. Nous sommes obligés de vous remercier. Déjà, c'est passé très vite. On aurait aimé continuer à débattre. Merci Philippe Bardon. Merci David Nakache et merci Christian Huot de Nice Matin d'avoir été avec nous ce soir.